Eh bien, merci. D'abord, je remercie tous ceux qui sont à la salle. On est à plus d'une centaine. Hein. C'est quand même assez remarquable. Je voudrais savoir, maintenant, nous avons une bonne heure pour faire débat. Ce qui, d'ailleurs, après avoir parlé autant de démocratie directe, est une bonne chose. J'ai déjà vu la main de M. Berthier, ce qui ne m'a pas étonné se lever, mais il doit y en avoir d'autres. Alors, Berthier, puisqu'il avait levé le premier, donc Berthier, puis monsieur. Oui. Il y a un micro baladé quelque part. Je crois que pour les enregistrements, c'est mieux s'il y a le micro baladeur. Excusez-moi. Oui, bonsoir. D'abord, je suis membre de l'association et donc j'ai commis en effet cet article dont je signale que j'en ai eu connaissance parce que j'ai un filtre sur Internet puissant dans les 5 langues que je comprends. Et c'est le seul article, je l'ai trouvé qu'au Canada, qui parlait de la constituante qui était en cours en Islande. Ce qui veut dire que des organismes de communication ont été payés pour qu'il n'y ait aucun article dans les langues de l'Union européenne pour qu'on parle de cet événement. Parce que le blog est tel que s'il y a quelqu'un qui, normalement, il y a un bruit médiatique. Et nous avons eu, après, plusieurs milliers, dans les semaines, et puis 10 000, etc., personnes en France qui ont posé des questions. C'est dire la puissance de la maîtrise de l'information qui circule sur Internet et la curiosité énorme qui existe dans ce pays à ce sujet. Ensuite, je dois témoigner que pour une constituante, nous avons une posture, une attitude de réflexion modeste. Nous n'avons en France, nous Français, aucune leçon à donner à aucun peuple de comment ils vont se débrouiller. Nous ne jugeons pas la manière dont ils élisent, ils se font, etc. Je ne serais pas resté dedans. Nous avons, nous en France, sur l'expérience des autres, à régler nos problèmes. Et souvent, les donneurs de leçons sont incapables d'aller formuler quoi que ce soit sur ce qu'on a à faire, nous, nos 66 millions de Français. Nous avons une île en France, qui est l'île de la Réunion, qui présente beaucoup de caractéristiques communes. Déjà, le PIB est le même que celui de l'Islande, avec une population plus grande et un niveau de vie moyen plus petit. Mais vraiment, des problèmes relativement proches. Je passe. Donc, très grande modestie dans l'analyse. Moi, j'ai retenu une chose, et c'est une question. On a effleuré le fait qu'il existait en Islande une autre démocratie que celle du référendum, qui est un processus national, avec des élus, etc., etc. Et on a effleuré le fait qu'il existe aussi des collectivités. Donc moi, j'avais regardé, j'ai étudié l'Islande, j'ai constaté qu'il y avait des dizaines, mettons, de villages. Et ma question, c'était, puisque nous, en France, nous avons un grave problème que le gouvernement actuel essaye de régler avec les collectivités locales, les départements, les communes et autres, que ça ne lui plaît pas du tout. Hein. Et donc, quelle est la vie politique, la vie citoyenne qui a lieu au niveau des villages? Quand on prend une carte de l'Islande, on voit qu'au centre, il n'y a pas grand monde, mais autour, il y a des dizaines de villages, de villes, de 200 personnes à 3 000, 4 000 ou 5 000. Hein. Et donc, il y a sûrement une vie, non pas associative, mais disons, est-ce une vie politique? Est-ce qu'il y a déjà des élections à ce niveau-là? Parce que ces élus-là, quelque part, ils représentent aussi le peuple. Et donc, quelque part, d'un côté, il y a ces élus, de l'autre, quid le fait de consulter nationalement, disons, tout le monde. Quelque part, bon, alors, je vous signale enfin le paradoxe. On a beaucoup glosé sur ce président et sur les casseroles. Mais on a quand même gommé. Pourquoi? C'est que suite à des magouilles de 3 grandes banques, on était en train de dire aux Islandais, ben vous avez chacun votre salaire annuel à donner pour rembourser
les emprunts de ces banques. Hein? Et alors évidemment, je suppose que les Islandais se sont dit, mais c'est pas possible. Hein, parce qu'au lieu d'acheter 900 voitures par mois, ils en ont acheté que 9 au mois de décembre 2010. Hein, donc pour vous dire quand même. Hein. Voilà. Donc c'est des problèmes que l'on a nous aussi un peu quand même. Hein. Voilà. Donc les assemblées locales, collectivités locales en Islande. Et le lien avec le processus. Merci. Merci. Je pense que bonsoir, je pense qu'on doit se présenter, j'imagine. Je m'appelle Jean-Jacques Mu, M''U. Je m'étais inscrit sur Mediapart en novembre 2010 et j'ai repris votre article pour le diffuser à ce moment-là. Le 15 mai 2011, je traduisais la déclaration, le manifeste des indignés espagnols, toujours sur Mediapart. Et l'avancée de l'Islande m'intéressait du point de vue de ce qu'on appelle vulgairement les indignés. J'entends bien le besoin de modestie qui a été exprimé. Ce n'est pas faire polémique que de dire on ne peut plus rester dans ce cheptel qui est à l'intérieur des frontières. Il n'est bien entendu pas question de dicter la loi de qui que ce soit à qui que ce soit, bien entendu. De ce point de vue-là, nous sommes d'accord pour la modestie, bien entendu. Cependant, il s'agit bien, et vous l'avez très bien montré, monsieur, lorsque vous avez parlé des 500 et quelques qui se sont présentés, il s'agit avant tout de gens qui sont ce que vous avez appelé des citoyens, mais aussi des gens de la vie ordinaire. Ce sont des gens qui ont envie, comme tout le monde, d'une bonne éducation pour leurs enfants, de bien recevoir leur monde et de bien manger sans trop d'OGM dans l'assiette quand même, qui aiment plutôt la peinture, la musique et les bons moments de la vie. C'est ça, d'abord, les gens du monde, dans le monde, qu'ils soient en Islande, en France, en Inde ou en Amérique du Sud. Or, ça nous est confisqué par les notables, par les gens connus, par tout ce monde-là qui, parce que, évidemment, on n'a que 4 mois pour faire une constituante. Alors, par réflexe, nous fonçons sur ce que nous connaissons, bien entendu. Bien entendu. Alors, il n'est pas question de critiquer l'Islande, bien entendu. Ils font avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils ont, bien entendu. Mais le parti, enfin le mouvement que lance M. Bellon est dans cette contradiction. C'est que nous sommes en train de jouer sur des choses connues, avec des structures connues. Or, le point de vue de ce que nous appelons, nous, les indignés, la réelle démocratie maintenant, c'est de dire, mais on arrête avec le personnel politique. Personne ne nous représente. Nous voulons, au-delà des frontières, la paix, la vie, la musique, l'alimentation, tout simplement. Et que personne, et parce que les réflexes que vous avez, les notables, etc., c'est de mettre l'argent immédiatement sur quoi? Sur les banques, sur l'armement, sur la défense, sur les surveillances, là il y en a déjà ici. Mais ce n'est pas là-dessus que nous mettrions, nous, notre porte-monnaie si on avait à payer. Nous, nos impôts, ce n'est pas à 37% de dette publique qu'on voudrait les mettre, mais tout simplement à élever nos enfants dans les écoles, à avoir des crèches pour nos enfants, à avoir de quoi manger localement d'une manière... Alors, bon, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a quelque chose de démocratique, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et non pas des représentants. Voilà. Si on peut avoir des questions un peu courtes, de manière à avoir débat. C'était un débat, pardon. Oui, bonsoir. Alors, je vais apparemment, c'est... Donc, moi, je suis ici parce que j'ai justement rédigé un article sur la situation en Islande, j'ai essayé d'être un peu exhaustif, dans le cadre d'un journal indépendant qui s'appelle l'Audible, et donc j'aimerais m'adresser une question précise vis-à-vis de Madame l'ambassadeur. Donc, on va dire que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché ou pas en Islande.
de savoir dans quelle mesure c'est repolitique dans notre pays. Et donc, vous avez soulevé, entre autres, alors qu'une des motivations en 2008 du peuple islandais, c'était de faire le ménage devant sa porte, que c'était un peu mêlé avec la constituante, vous avez soulevé le fait que des gens contestent le bien fondé de cette constituante, soi-disant parce qu'il n'y aurait pas assez de participation, etc. Ce qui sous-entend que ceux qui contestent cette mise en place sont ceux qui sont contre la constituante. Et il me semblerait qu'il y a quelque chose qui peut peut-être décourager un peu ceux qui sont pour la constituante et le fait de faire le ménage devant sa porte, qui est le cas David Hodgson. C'est-à-dire qu'en parallèle donc, de la mise en place de la constituante, il y a une structure qu'on pourrait appeler commission qui a été mise en place pour condamner les personnes qui sont à l'origine de la situation de l'Islande en 2008. David Hodgson, il a été Premier ministre pendant 13 ans à peu près, puis directeur de la Banque centrale islandaise, et à l'heure actuelle, il n'a pas été du tout inquiété, à aucun niveau. Il a même été nommé, autant que je sache, rédacteur en chef du principal quotidien islandais. Ce qui a fait dire à quelqu'un, à un blogueur, que ça ressemblait au fait que Nixon aurait pu être nommé pendant le Watergate rédacteur en chef du New York Times. Et donc je voulais savoir ce que vous pensez de cet élément. Voilà. Il y a encore monsieur qui est juste devant, et puis peut-être qu'on peut commencer à répondre, et après on reprend, si vous voulez bien. Bonsoir. Et je voulais que vous fassiez un peu plus le lien entre la crise économique et le processus constitutionnel. Parce que je crois savoir qu'en Islande, les gens ont voté pour ne pas rembourser la dette contractée par les banques. Or, nous, peuple européen, nous sommes sujets à un asservissement de la dette, un asservissement par la dette. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir exactement comment ça s'est passé en Islande de ce côté-là. Et puis après on reprend les autres interventions. Michel Sallet va peut-être répondre aussi aux questions, mais j'ai apporté quelques informations sur l'économie entre les banques. Ça, je crois que ça peut peut-être faciliter de comprendre un peu ce qui est arrivé les dernières 4 ou 5 ans. Nous avons eu un gouvernement qui a vraiment fait un programme d'austérité. Mais nous avons aussi réussi de presque faire notre budget d'État au équilibre. Les taux sont vraiment augmentés, l'impôt, les dépenses réduites. Michel Sallet a parlé de notre ministre intérieur, ministre de police, ministre pour les cours. Avant la crise, nous avons eu 12 ministres. Une chose dans le programme du nouvel gouvernement était de réduire le nombre de ministres. Aujourd'hui, nous avons 8. Et on ne sait pas où le prochain gouvernement va changer ça, mais c'est souvent difficile d'obtenir deux choses un peu peut-être contradictoires, réduire le nombre de ministres, mais en même temps qu'on a un ministre pour chaque domaine. Et j'ai oublié de mentionner une chose, que le 25 qui ont travaillé presque 4 mois, se sont libérés d'autres tâches. Ils ont travaillé seulement full-time avec ce projet. Et vous avez parlé de municipalité. Aujourd'hui, nous avons 78 municipalités en Islande. Il y a seulement les 2 États, l'État et la municipalité. Très simple chez nous. Ça suffit avec 325 000 habitants. Et il y a beaucoup de pouvoir chez les municipalités. Et aujourd'hui, c'est plus qu'en 1980. C'est aussi pourquoi le nombre de municipalités est réduit de 213 au 78. C'est pour faciliter
que l'État pour transférer choses comme l'école, services aux handicapés à les petites municipalités. Et vous avez parlé des banques, comme nous avons fait en Islande. On ne peut pas oublier que notre banque, en 2008, sont 10 fois notre PIB. 10 fois. Il n'y a aucune possibilité à sauver les banques. Ce qu'on a fait, et on peut expliquer là, et on a gardé les banques à l'intérieur, mais l'activité à l'extérieur, ça a été coupé. À propos iSafe, est-ce que les Islandais ont dit non, on ne veut pas payer? En 2008, après la crise, le gouvernement au pouvoir, à cette époque, a commencé de négocier avec le Royaume-Uni et Hollande pour rembourser ce que les gouvernements ont payé pour le compte islandais. C'est très compliqué pour expliquer, mais le gouvernement a obtenu un accord 2 fois, 3 fois, et même 2 tiers de majorité au Parlement pour le remboursement avec taux d'intérêt. Mais le président a décidé de ne pas signer la loi et donner le droit au peuple avec un référendum si le peuple sont prêts à rembourser. On a dit non. Ça a été peut-être pas une surprise. Quand on pose une question au peuple, est-ce que vous êtes prêts? Mais pour votre information, nous attendons une décision de tribunal sur l'iSafe. Si les Islandais ont vraiment l'obligation de payer, ça va être une décision au fin janvier. Ça va être très intéressant de savoir. Je ne peux pas vraiment exprimer au domaine de la politique. David Oddsson est un homme, il y a les hommes qui lui vraiment aimaient, il y a les autres qui lui ne supportaient pas. On n'est jamais neutre si on parle de David Oddsson. Et il est quand même ministre pendant 13 ans. Il a encore beaucoup d'influence comme rédacteur en chef. Et il est encore actif. Mais peut-être Michel Salé peut mieux exprimer sur David Oddsson. Je ne veux pas trop parler de David Oddsson, non. Par contre, j'y reviendrai dans un instant. Je voudrais répondre à la question de M. Berthier sur les collectivités, s'il y a des élections, etc. Donc il y a effectivement 75 collectivités territoriales en Islande, dont la dimension est extrêmement variable, puisque l'une c'est Reykjavik par exemple, où il y a 110 000 habitants je crois, et une autre plus petite peut n'avoir, enfin le plus petit doit avoir 50 ou 60 habitants. Et curieusement, la structure est exactement la même, c'est-à-dire on a exactement le même fonctionnement. Il y a régulièrement, c'est tous les 4 ans, un conseil qui est élu. À Reykjavik, il y a 15 personnes donc qui est élu, conseillers municipaux, on va appeler ça comme ça, même si certaines collectivités sont simplement quelques fermes qui sont réparties sur le territoire. La particularité par rapport à ce que nous connaissons en France, c'est que le président de ce conseil n'est pas le maire, si on peut reprendre les mots français. Le conseil nomme un fonctionnaire, on va dire comme ça, un fonctionnaire qu'il rémunère, enfin dans les toutes petites collectivités c'est bénévole, dans les grandes c'est rémunéré et même très bien rémunéré, et c'est lui qui finalement va avoir un rôle un peu intermédiaire, enfin un rôle d'exécutif finalement de la municipalité. Alors quand je dis fonctionnaire, il est bien certain que dans les grandes villes comme Reykjavik, Akureyri, etc., c'est une fonction politique en fait. Et dans les municipalités plus petites, c'est une fonction, disons, moins politique. Et ces municipalités sont gérées exactement comme des entreprises.
D'ailleurs, elles sont souvent elles-mêmes propriétaires d'un certain nombre d'entreprises, notamment des armements, des choses comme ça. Michel, oui. est-ce que je peux ajouter de la petite municipalité en Islande pour avoir presque le même impôt dans les différentes municipalités, nous avons un fonds énorme pour subventionner les petites municipalités. On discutait beaucoup en Islande, est-ce que ça est bon ou non, parce qu'on va continuer avec les petites municipalités avec les subventions. Mais ça ne peut pas continuer. Désolée. On va prendre les questions.